Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Lerondeau, je suis le directeur de la communication et des communautés de Léonard et j'ai le plaisir de vous accueillir régulièrement à Léonard Paris ou en ligne pour évoquer avec nos invités les grandes tendances transformatives des métiers des villes et des infrastructures. Tous les mois, depuis un mois maintenant, nous vous proposons de découvrir un texte et son auteur au cours d'un échange en ligne d'un peu moins d'une heure, à l'heure où certains d'entre vous croquent un sandwich devant leur ordinateur. Le mois dernier, on a eu le plaisir d'échanger avec Antoine Courmont, qui vient de publier un ouvrage issu de sa thèse de doctorat et qui parle du pouvoir des données en ville. Vous pouvez retrouver son intervention en ligne. Je partagerai le lien dans l'espace de conversation dans un instant. Aujourd'hui, nous accueillons Robin Rivaton. Robin, que je voudrais donc saluer. Pardon. Bonjour Robin. Bonjour. Robin, qu'il est difficile de présenter en quelques mots, tant il a de cordes à son arc. Vous êtes Investment Director au sein d'ID Invest, donc Partners, qui est un fonds d'investissement qui se veut partenaire de la croissance des PME innovantes européennes et qui a fait de la Smart City l'un des 3 grands champs avec la santé et le digital de ses investissements en capital innovation. ID Invest compte notamment dans son portefeuille plus d'une trentaine de valeurs en vue dans nos métiers. Je pense en particulier à Abix, à Stanley Robotics, à WeMaintain, dont on parlait dans la dernière newsletter de Léonard et dont on soulignait les dernières acquisitions. Robin a également fondé Real Estate, qui est la communauté des entrepreneurs de l'immobilier. Et vous avez enfin également publié de nombreux essais politiques, économiques, et en particulier en 2019, un livre titré « La ville pour tous », dans lequel vous invitiez à repenser le marché de l'immobilier pour libérer le potentiel des métropoles. Mais aujourd'hui, c'est pour parler d'une autre littérature que nous vous avons invité à nous rejoindre. Voici 2 ans. 2 ans déjà, vous avez reçu mandat du ministre du Logement et de la Ville, Julien Denormandie, à l'époque, pour élaborer avec Bernard Michel, président de Viparis et président de Real Estate, un rapport portant sur l'industrialisation de la construction. Ce rapport, dont la publication a été retardée par la crise sanitaire, a enfin donc été publié en janvier 2021, en plein débat de la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, l'ARE 2020. Dans la lettre de mission, le ministre d'alors soulignait les opportunités que le numérique avait créées dans le monde de la construction et de l'immobilier, et vous confiait le soin de contribuer à accélérer l'innovation pour répondre aux défis de ce secteur, au nombre desquels figurent naturellement ceux de construire à moindre coût d'abord et de faciliter, disons, l'émergence du bâtiment bas carbone. Le rapport formule 14 propositions qui sont destinées à accélérer l'industrialisation de la construction par un recours accru à la préfabrication et à une vision intégrée de la production jusqu'à l'assemblage sur site. Donc, je vais vous donner la parole tout de suite, Robin, et pour vous entendre présenter ces propositions, mais aussi présenter tout simplement les pistes d'industrialisation de la construction et comment elles peuvent répondre aux enjeux actuels de la construction. Pour vous autres qui nous avez rejoints, donc bienvenue encore, vous avez la possibilité de poser vos questions à Robin Rivaton dans l'espace de chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Je me chargerai de poser ces questions à Robin dans le courant de notre discussion ou à la fin de notre échange. Robin, merci encore de nous avoir rejoints. Première question, au fond, c'est qu'est-ce que c'est ou comment est-ce que vous définissez la construction hors site qui se trouve un peu au cœur justement de ces propositions tendant à industrialiser la construction? Oui, alors d'abord peut-être pour redonner un tout petit peu de contexte à l'esprit de ce rapport, ça s'inscrivait dans une demande du ministre de l'époque, Julien Denormandie, de pouvoir explorer un certain nombre de transformations technologiques, innovantes, qui allaient structurer différemment la façon de produire les bâtiments logements et tertiaires, de les occuper et ainsi de suite. Et on avait identifié la construction
comme l'un des chantiers potentiels d'innovation les plus importants. Et on a choisi à dessein ce type d'industrialisation de la construction et pas de construction hors site. Et je vais expliquer pourquoi. L'idée qu'il y a derrière ce travail n'est pas du tout d'opposer un mode constructif l'un par rapport à un autre. Il n'y aurait pas un mode moderne, efficace. Et c'est pour ça qu'on parle parfois, les Américains ou les Anglo-Saxons parlent parfois de Modern Method of Construction, un mot que je n'aime pas trop parce qu'il renverrait à une méthode de construction traditionnelle comme obsolète, dépassée. C'est pas du tout l'esprit de ce rapport. Aujourd'hui, l'idée de l'industrialisation de la construction repose pour moi sur deux grands axes. D'une part, la production d'un certain nombre d'éléments en dehors du chantier, des éléments qui sont donc préfabriqués, qui est un phénomène extrêmement ancien. Je donne l'exemple de la fenêtre. Souvent, la fenêtre, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, était réalisée par des menuisiers, pardon, qui faisaient ça, qui faisaient de la menuiserie avec un certain nombre de pièces qui étaient faites directement sur chantier. Aujourd'hui, la fenêtre est un sous-composant extrêmement intégré qui est produit dans des sites et des usines extrêmement industrialisées avec une production sans stock qui est quasiment faite sur mesure en fonction du relevé qui a été fait sur site. Et donc l'idée un petit peu de la construction industrialisée, c'est de se dire qu'il y aura une part de préfabrication qui va aller croissante. Dans un second temps, il y aura de plus en plus le recours à des outils digitaux, des outils numériques, notamment la maquette numérique, qui vont permettre d'avoir cette connexion, cette interconnexion entre le chantier et le site de préfabrication, et donc d'être sûr que les bonnes mesures sont prises, d'être sûr qu'il y ait vraiment un travail de suivi, de mesure et de suivi des opérations. Et donc c'est pour moi vraiment les deux éléments clés constitutifs de l'industrialisation de la construction telle qu'on la connaît, mais ça ne veut sûrement pas dire que demain on va totalement mettre fin à la construction traditionnelle. Il y a un certain nombre d'opérations qui vont rester sur le chantier, et ces opérations qui vont rester sur le chantier, évidemment, on pense aux fondations, mais il y a tout un autre ensemble d'éléments qui peuvent être faits sur le chantier. Je rajouterai juste un dernier élément statistique. Aujourd'hui, si on regarde ce que pèse la construction industrialisée en termes de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée comparé à ce que pèse la construction sur site, on a un écart de 1 à 100. On est seulement sur 1%, un petit pourcent de l'ensemble de la valeur ajoutée de la construction qui est réalisée en méthode purement préfabriquée. Donc on voit bien qu'il y a quand même une marge assez importante pour que la méthode industrialisée progresse. Et après, quand on regarde à l'échelle d'un bâtiment, entre les opérations qui sont aujourd'hui réalisées sur le site et les opérations qui sont réalisées en amont, en dehors du site, on a des variations qui font, grosso modo, que 60% des opérations de la valeur ajoutée est réalisée sur site, une quarantaine de pourcents à l'extérieur. Évidemment, on peut totalement inverser ce rapport, on peut même aller plus loin. Il y a certains pays qui ont fixé ce qu'est la construction industrialisée à 90% de la valeur réalisée en amont du chantier, à seulement une dizaine de points sur le chantier. Mais ce que je veux dire, et c'est le message que je souhaite faire passer, c'est pour ça que le rapport a été reçu de manière, je dirais, extrêmement cordiale par beaucoup des acteurs de la filière, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre une méthode moderne et une méthode qui serait obsolète. C'est muté. Ça m'arrive encore. Toutes mes excuses. On reviendra tout à l'heure sur je dirais, les conditions de la transition et la façon dont on peut envisager de la conduire. En attendant, et avant de rentrer un peu dans le détail et de la façon dont tout ça peut transformer, non pas seulement les marchés, mais aussi et surtout les métiers de la construction, je voudrais venir un peu aux promesses finalement de cette transformation des modes constructifs et de cette industrialisation de la construction.
Au fond, pour certains qui ont dans les années, alors certains des plus anciens, disons, parmi nous, mais qui dans les années 50, 60, donc ont connu une forme, disons, d'industrialisation, en tout cas la préfabrication, ça rappelle, je dirais, des souvenirs un peu mitigés. La préfabrication continue de porter une image, disons, de faible qualité, de moindre isolation sonore, thermique, etc. etc. Aujourd'hui, à vous lire, l'industrialisation de la construction promet au contraire de relever les principaux défis du secteur. Donc ce que je voudrais, bien évidemment, c'est que vous puissiez nous présenter un peu justement comment l'industrialisation de la construction peut répondre à ces défis. Mais aussi quelles transformations, disons, technologiques ou techniques ont permis de la faire monter en gamme, en quelque sorte. Oui, alors c'est très vrai, et quand on parle de construction industrialisée, on met un pied vers le hors-site, on met un pied vers la sémantique de la préfabrication, et tout de suite arrive l'image de l'Algeco que bon nombre, que moi-même au collège et au lycée j'ai connu, où un certain nombre de classes avaient lieu, et avec son cortège d'images de bâtiments ou de bâtiments temporaires, effectivement, qui sont peu efficients d'un point de vue énergétique, d'un point de vue acoustique et d'un point de vue de durabilité du produit. Sans même parler de la question de la standardisation qui revient aussi régulièrement et que je traiterai ensuite. Ce que je veux dire vraiment, c'est que les choses ont énormément changé en la matière. Et je rappelle aussi et avant tout que l'industrialisation de la construction qui a eu lieu dans les années 50 à 60 a été une réussite du point de vue architectural. Je rappelle qu'on a sorti des millions de gens de bidonvilles et qu'on les a mis dans des bâtiments où il y avait l'eau courante, où il y avait un toit qui était un vrai toit et où il y avait un certain nombre de prestations qui étaient des prestations bien meilleures que celles de vivre dehors sous de la tôle ondulée. Ça a été un échec urbanistique, sans aucun doute. C'était sûr que c'était, d'un point de vue de l'urbanisme, ça a été un grave échec. Et là où on a eu un problème, mais c'est valable pour les pavillons des années 50-60 comme pour les grands ensembles des années 50-60. Donc il est un peu difficile de cibler ou de montrer du doigt la construction industrialisée. C'est qu'on avait à cette époque-là pas du tout conscience des enjeux thermiques et acoustiques tels qu'on peut les avoir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ces bâtiments-là, que ce soit les grands ensembles ou que ce soit du pavillonnaire des années 50 à 60, souffrent ou ont souffert évidemment de cette construction. Mais je trouve que le raccourci qu'on peut faire entre construction industrialisée et le fait que ces bâtiments ont abouti aujourd'hui à des problèmes d'urbanisme est un raccourci beaucoup trop facile qui ne mérite pas d'être fait. Sur la question de la construction industrialisée aujourd'hui. La construction industrialisée aujourd'hui, c'est un mode constructif. Donc, elle s'adapte aux règles et aux normes qu'on fixe. Ces normes et ces règles qu'on fixe, aujourd'hui, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent de la part de la ministre Emmanuelle Wargon de faire paraître ce rapport en même temps qu'elle proposait les amendements ou la nouvelle feuille de route pour l'atteinte des objectifs de la RE 2020. Tout simplement parce que la construction industrialisée est en mode constructif, en lui donnant des objectifs ambitieux de performance énergétique et de performance acoustique, ce mode constructif s'y adapte. La question, c'est de pouvoir effectivement mettre suffisamment d'isolants pour tenir la réglementation en vigueur, c'est de pouvoir mettre les bons matériaux qui vont permettre derrière d'atteindre les performances acoustiques qu'on désire à l'intérieur du bâtiment neuf. Mais donc aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont d'une très bonne qualité, qui sont produits à travers ce mode constructif, et ces bâtiments répondent aux normes, les meilleures normes qui sont édictées par les organismes de certification et par le régulateur en ce qui nous intéresse, à savoir la norme thermique et acoustique. On a des bâtiments extrêmement luxueux. On voit aujourd'hui de l'hôtellerie 4 étoiles qui est produite à travers le mode constructif. Et on a un fabricant que vous retrouverez dans le rapport, qui a produit à la fois un hôtel 4 étoiles en région parisienne et à la fois une résidence pour travailleurs migrants en région parisienne. Donc on voit bien que ce mode constructif est capable de s'adapter au-delà de la question des normes, de s'adapter à des enjeux de qualité
et de finition qui peuvent varier d'un produit à l'autre, mais encore une fois, on ne peut pas le réduire à cela. L'autre point qui est souvent mis en avant et qui est un gros sujet, c'est celui de la standardisation, qui est souvent pointé comme un point noir en disant bah, si on part dans ce mode constructif, on va se retrouver avec des bâtiments qui vont tous se ressembler. Alors, on ne peut pas le nier, la trame de base aujourd'hui de la construction industrialisée fonctionne très bien, notamment en base modulaire, avec des modules qui se ressemblent. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on produit extrêmement bien avec cette méthode de construction des résidences services gérées, type résidence étudiante, résidence senior, des hôtels, un certain nombre de bâtiments qui respectent une trame qui va être de 3-4 unités maximum différentes à l'échelle du bâtiment pour qu'on puisse avoir les effets de baisse des coûts et les effets d'échelle qui font qu'on va réussir à avoir des coûts marginaux qui décroît et donc on va avoir les bénéfices de l'industrialisation. Donc ça, c'est une réalité. La question de l'uniformité de l'extérieur et de l'enveloppe du bâtiment, c'est une erreur de dire qu'il y a une standardisation. Aujourd'hui, on voit très bien qu'un bâtiment peut avoir une certaine standardisation de son gabarit, de son enveloppe, tout en ayant un habillage, un bardage extérieur qui peut être très différent d'un bâtiment à l'autre. Et donc aujourd'hui, et ça ce sont des prestations ou des réalisations qui continueront d'être faites sur le chantier, donc qui répondent voilà, dans l'équilibre des modes constructifs que je décrivais un peu plus tôt. Cette production-là sera poursuivie sur le chantier et elle permet d'avoir, tout en ayant un châssis, une trame similaire, d'avoir un bâtiment différent de celui d'à côté. Je rappelle juste que c'est ce que fait l'industrie automobile depuis maintenant une trentaine d'années, avec une fusion des châssis et des plateformes automobiles entre les différents véhicules, entre les différentes marques, entre les différents modèles. Aujourd'hui, dans un groupe comme Volkswagen, vous pouvez partager un châssis commun entre des marques comme Skoda, Volkswagen et des marques plus luxueuses encore au sein du groupe. Mais derrière, la finition et les options de personnalisation ont explosé, permettant à chacun de construire le véhicule qu'il désire. Dernier point sur la construction industrialisée, donc ça c'était la réponse aux critiques, ou en tout cas ce à quoi les gens souvent la réduisent, et encore une fois je pense que c'est une erreur. Après, les avantages ou les atouts dont aujourd'hui qu'on voit pour elle aujourd'hui, quels sont-ils? Le premier d'entre eux, le premier atout, et c'est pour moi le principal aiguillon dans le développement de ce mode constructif, c'est qu'on a, ça tous les professionnels de la construction le reconnaissent, on a un problème de main-d'œuvre sur les chantiers, qui est un problème de capacité à faire venir des personnels qualifiés et en nombre suffisant sur les chantiers. Cette problématique de main-d'œuvre ne sera pas résolue d'un coup de baguette magique par la construction industrialisée, mais il faut bien avoir en tête, et des exemples sont cités dans le rapport à cet égard, que la construction industrialisée permet notamment une féminisation de la main-d'œuvre et donc permet d'ouvrir le bassin d'emploi des ouvriers du bâtiment. Elle permet également de réduire un certain nombre de troubles ou de maladies professionnelles qui sont liées à l'exercice en dehors d'une usine. Et donc, elle permet aussi d'avoir des travailleurs qui vont rester plus longtemps, qui vont être aussi possiblement monter en qualification. Donc aujourd'hui, la construction industrialisée répond à cet enjeu principal, un enjeu vraiment clé du marché de la construction. Le second point, c'est sur la question des externalités. Aujourd'hui, le chantier tel qu'on le connaît, de manière très schématique, mais la construction se concentre dans les zones métropolitaines, tout simplement parce qu'elle répond aux besoins de la démographie. Je répète parfois ce chiffre de manière peut-être un peu trop forte, mais sur un territoire comme l'Île-de-France, qui représente 20% de la population métropolitaine, nous constatons 85% de l'excédent démographique.
l'excédent démographique étant les naissances moins les décès. Donc sur un territoire qui ne fait que 20% de la population, vous avez 85% des futurs besoins en logement qui se concentrent. Donc il y a une énorme concentration de la construction qui est en train de s'opérer. Cette concentration s'opère dans les zones denses, et dans ces zones denses, les externalités négatives de la construction, qu'on connaît, ces externalités négatives sont les nuisances de bruit, sont les nuisances de vibration, sont les nuisances de poussière, sont l'encombrement des routes et l'occupation des trottoirs, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire toute la liste de ces nuisances-là, mais ces nuisances deviennent de moins en moins acceptables en ville, et donc la solution, c'est de pouvoir les déporter sur des sites dédiés, là où elles n'auront aucun impact sur le voisinage. Et donc, ça fait évidemment, ça plaide beaucoup en faveur de cette solution, notamment aujourd'hui, où les citoyens ont une capacité de recours accrue contre, à la fois de recours judiciaire, mais aussi de recours politique, accrue contre les chantiers. Et donc, c'est un mode qui, en cela, répond à la demande d'un certain nombre de collectivités territoriales. Ah, micro coupé. Possible. Décidément. Je renvoie le public, merci Urbain, je renvoie le public au rapport pour aller un peu plus, disons, à fond dans la variété des enjeux de la construction auxquels vous semble répondre justement l'industrialisation. Il y a notamment un long développement sur la question de la compétitivité, ou plus exactement de la productivité des industries de la construction, qui me semble très important. On a un temps relativement limité, mais je vais quand même en profiter pour vous relayer une question qui a été posée. On nous demande si l'industrialisation est aussi, et c'est l'un des enjeux de la zone dense et des régions métropolitaines, si l'industrialisation était aussi une réponse aux besoins de logements abordables. Alors, ça c'est un point que l'on traite dans le rapport. Évidemment, si on se fait les défenseurs de ce mode constructif, on peut attendre qu'à terme, le prix diminue. Tout simplement parce que c'est la trajectoire normale de l'industrialisation. Comme je le disais, quand les coûts unitaires sont marginaux, sont décroissants, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais produire une unité supplémentaire, cette unité va me coûter moins cher, tout simplement parce que j'amortis une partie de coûts fixes, que ce soit des machines, que ce soit l'expérience que gagnent mes salariés. On pourrait, voilà, si on était encore une fois des optimistes défenseurs de ce mode constructif, estimer qu'à terme, le coût baissera et donc on pourrait avoir un impact sur le coût du logement. Je ne le pense pas. C'est pas que je ne le pense pas, c'est que je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et n'ayant pas voulu faire un rapport qui soit un porte-voix d'un mode constructif par rapport à un autre, je me suis bien gardé de faire ça. Aujourd'hui, on sait que ce mode constructif est, selon les chantiers, équivalent à un mode traditionnel en termes de coût, ou légèrement supérieur. Ça, c'est le retour d'expérience global. Évidemment, dans un retour d'expérience global, vous avez des chantiers où il réussit à être beaucoup moins cher, des chantiers où il est aussi beaucoup plus cher. Donc, dans l'expérience globale, on est sur quelque chose qui est au mieux égal, et voire légèrement plus cher. La trajectoire pourrait être une baisse de ces coûts à l'avenir. Néanmoins, ce que je souhaite dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, la construction de logements se concentrant dans les zones denses, le sujet n'est pas tant le coût de la construction que le coût du foncier. Donc, encore une fois, faire aujourd'hui sur un bâtiment qui, en cœur de zone dense, va être livré autour de, soyons de 8 000 € ou voilà, 7 000 € du mètre carré, sur lequel la construction représenterait 20%, 1 400 € du mètre carré, une amélioration même d'un tiers, ce qui serait énorme de celle-ci, se traduira par une réduction du coût global qui sera extrêmement ténue et qui plus est aura de fortes chances d'être grignotée par la hausse des prix du foncier. Donc je me garde bien d'émettre toute idée ou tout jugement sur les éléments
de prix. Par contre, et je rebondis très rapidement là-dessus, effectivement, et après je vous renverrai à la lecture du rapport, mais pour moi, il y a un enjeu de compétitivité extrêmement important, puisque comme je l'ai dit, si on émet l'hypothèse qu'une partie croissante de la valeur ajoutée d'un chantier va être produite à l'extérieur du chantier, ça veut dire aussi que cette valeur-là est délocalisable. Et cette valeur-là est délocalisable au sens où on peut faire venir des panneaux, des modules, des sous-composants entiers depuis l'étranger. Et que dans une logique industrielle, celui qui aura déjà rodé un outil industriel, qui l'aura amené à être performant, un outil industriel, ça prend beaucoup de temps à être rodé. C'est-à-dire que tous les industriels qui ont investi là-dedans ont pour l'instant perdu de l'argent, puisque les premières années sont souvent déficitaires. Vous devez amorcer la pompe, ce n'est pas facile. Alors certains réussissent, mais dans l'ensemble, les gens qui se sont lancés dans des grands projets ont plutôt, pour l'instant, amorcé la pompe et payé, avancer des frais. Et donc, si demain, il s'avère que des industriels situés au-delà des frontières de la France, que ce soit en Europe du Sud, en Europe de l'Est ou même en Allemagne, ont des outils industriels extrêmement fiables, ont réussi à baisser les coûts unitaires de production, eh bien, ce sera extrêmement dommageable pour le pays, puisque ça signifierait que la partie qui s'est délocalisée hors du chantier est une partie qui est partie à l'étranger, et donc ça se traduirait par une aggravation de la balance commerciale française, notamment sur ces segments. Je rappelle que sur un segment particulier, qui est celui du bois, la France accuse aujourd'hui un déficit commercial de l'ordre de 4 milliards d'euros par an, ce qui est absolument gigantesque. Dans ces 4 milliards, vous avez une grande partie qui est liée à l'ameublement, mais la France souffre également d'une balance commerciale déficitaire sur le bois de construction en général. Merci. Merci pour tout ça. Alors, on va revenir sans doute sur la question de la délocalisation, sur la question de l'emploi et des transformations qui seront induites par l'industrialisation de la construction. Dans l'immédiat, vous avez commencé à nous en donner un peu un aperçu. Je serais curieux d'entendre un peu, et c'est très richement documenté là encore dans le rapport, le retour d'expérience au fond qu'on peut faire quand on investigue, comme vous l'avez fait, d'autres marchés, alors la France bien évidemment, l'Europe, mais aussi d'autres marchés sur lesquels l'industrialisation de la construction s'est déjà affirmée. Quel constat, et au fond, cette industrialisation de la construction tient-elle, j'allais dire, toutes ses promesses en matière, j'en parlais, de productivité, en matière d'impact environnemental, en matière de réduction des nuisances, par exemple? Alors, effectivement, c'est une bonne question qui me permet déjà de pointer quelque part le retard de la France, si vous me permettez, puisqu'en fait, le rapport a conçu, en tout cas dans cette mission, nous avons passé pas mal de temps à essayer de voir et de comprendre la place des acteurs de ce mode constructif dans d'autres pays, notamment puisque ça fait partie également de nos thèses d'investissement d'un point de vue professionnel. Donc j'ai la chance de connaître et de discuter avec un grand nombre de ces sociétés-là. Il faut voir que la France est en retard. En retard, ça ne signifie pas que le retard est irrattrapable, ça ne signifie pas, encore une fois, que nous sommes dépassés, mais ça signifie que dans d'autres pays, ce mode constructif s'est beaucoup plus largement imposé. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, où il est devenu depuis maintenant 5 ans un axe politique extrêmement fort de la part du gouvernement qui a déployé une politique publique en faveur de la construction industrialisée. Mais je pense à des pays, comme je le disais, d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud, où désormais des industriels commencent à, je dirais, soit remonter la chaîne de valeur s'ils sont directement issus du monde de la construction, soit la descendre s'ils sont issus du monde des matériaux. Mais en tout état de cause, on voit émerger des acteurs industriels qu'on voit aussi émerger en France. Un certain nombre d'entre eux sont cités dans le rapport et ils méritent aussi d'être mentionnés. Mais ce que je veux dire, c'est que les acteurs dans d'autres géographies présentent des profils de capitalisation, de financement, voire même de revenus largement supérieurs. Si je m'arrête un instant, alors, parenthèse également,
comme je l'ai dit aussi, ce mode constructif fonctionne très bien ou se déploie particulièrement bien sur certains types d'habitat et de logement. Et donc, il est vrai que des pays où la maison individuelle ou l'habitat individuel domine par rapport à l'habitat collectif, je pense par exemple au Royaume-Uni, où la maison mitoyenne, certes, mais la maison individuelle domine par rapport au collectif, sont plus à même de déployer ces solutions, ou les États-Unis sont plus à même de déployer ces solutions que des pays où l'habitat collectif a plutôt tendance à dominer au global et dans la production. Je pense à la France notamment. Les retours d'expérience qu'on peut faire de ces acteurs, je dirais que le premier d'entre eux, c'est que c'est une transition, une mutation qui est coûteuse. Comme je l'ai dit, construire un outil industriel, c'est pas facile, ça prend du temps, ça demande des financements conséquents, on se trompe beaucoup jusqu'à arriver à roder un outil industriel. Donc le premier point, je dirais que la marche pour rentrer dans ce monde-là est beaucoup plus élevée que certains ne le pensent, et donc on se retrouve à avoir un sujet de financement de ces acteurs-là. C'est le premier point, et il est non négligeable puisqu'il conditionne beaucoup la capacité à créer ou à structurer une filière nationale. Le second point, c'est que la qualité de ces prestations est souvent ou très souvent au rendez-vous, et on a pu constater qu'aujourd'hui, sur des échelles un peu, quand les pays où les acteurs ont mené ces politiques depuis quelques années, on a pu constater que le taux de défaut était identique, si ce n'est inférieur à ce qu'on peut constater avec une méthode purement ou 100% traditionnelle aujourd'hui, et que cela a forcément des répercussions sur le secteur, permettant d'en réduire au moins le coût assurantiel. Le troisième point, c'est que aujourd'hui, ces acteurs-là ont, pour la plupart, réussi, quand ils ont des usines d'une taille suffisante, à mettre en place des processus écologiques assez poussés. Je pense notamment à la gestion des déchets. La gestion des déchets qui est toujours un problème sur un chantier, on le sait, avec la difficulté de pouvoir faire une certaine récupération de déchets qu'il faudrait réamener à notre chantier. Alors plein de solutions innovantes existent en la matière pour assurer ce suivi et ce recyclage ou ce retraitement. La réalité est qu'aujourd'hui, dans un site de production centralisé, le taux de réusage des chutes et des déchets est quand même très largement, substantiellement supérieur à ce qu'on peut voir sur un site de construction. Donc voilà un peu les retours d'expérience. Et après, dans les retours d'expérience aussi, on a des retours d'expérience parfois compliqués sur les premières années sur certains acteurs, comme je le disais, où il faut roder l'outil industriel, donc ça a un coût, et ça peut avoir des conséquences initiales sur la qualité de la production. Voilà, on a vu par exemple qu'un acteur comme Catera, dont beaucoup de gens avaient parlé, alors Catera ne fait pas que de la construction industrialisée, c'est un peu plus complexe que ça, mais sur certains de ses premiers chantiers, l'entreprise avait eu beaucoup de difficultés à trouver des entreprises capables d'assembler, d'intégrer sur le site ces produits préfabriqués et avait donc dû recourir à une internalisation de cette compétence parce que son mode constructif était tellement spécifique et différent de ce que les gens avaient l'habitude de faire qu'il fallait le réinternaliser. Voilà un peu les points qu'on peut mentionner ou les leçons qu'on peut tirer depuis des exemples étrangers. Voilà. Merci beaucoup, Robin. Peut-être je me permets de rebondir tout de suite. Vous avez évoqué donc la question du traitement des déchets et donc de l'impact de ce mode constructif, qui apparemment donc c'est un point qui lui serait favorable, ou en tout cas qui permettrait au métier de la construction de progresser. Une des questions les plus approuvées, disons, sur le petit chat de cet échange porte précisément sur l'impact environnemental de l'industrialisation de la construction. Puisqu'on a déjà parlé des déchets, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question carbone? Et au fond, est-ce que
cette perspective et cette évolution des modes constructifs porte également des promesses sur ce point-là. Et j'en profite, j'anticipe en soulignant que eh bien, le béton qui est souvent pointé pour eh bien, sa nature ou ses caractéristiques émissives, disons, les partisans du béton soulignent que le plus souvent, il est préparé à proximité du chantier et que donc un certain nombre de frais de transport, par exemple, qui sont susceptibles donc d'impacter l'empreinte carbone d'autres matériaux ou d'autres façons de construire ne seraient pas toujours prises en compte. Donc, comment est-ce que s'établit un petit peu ce bilan? Oui, alors, vous posez une excellente question qui, pour moi, permet de trancher un point crucial. Le mode constructif de construction industrialisée n'est pas réductible à un matériau. De même qu'on ne peut pas le réduire à la phase de la préfabrication des années 50 à 70, on ne peut pas le réduire à un matériau, et notamment au bois auquel il est très souvent associé. Je pense que dans le même esprit qu'il y a la mixité des modes constructifs pour atteindre des objectifs ambitieux qu'on se fixe d'un point de vue environnemental, il existe une mixité des matériaux et l'un et l'autre, ou l'un et les autres, peuvent se conjuguer avec les différents modes constructifs. Je cite par exemple la Belgique, qui a une expertise extrêmement poussée en termes de préfabrication béton. Inversement, d'autres types de constructions industrialisées sont réalisées évidemment en bois, qui est un matériau qui se prête particulièrement à la fabrication modulaire, mais on peut aussi penser à de la préfabrication ou de la fabrication métal qui se prête ici également très bien au modulaire. Mon point est vraiment que la logique d'opposition des matériaux ne nous mènera nulle part. Et donc, je pense que, voilà, comme je l'ai dit, il y aura une mixité des modes constructifs, notamment avec un aspect fondation qui seront nécessairement, ou en tout cas très largement poursuivis en béton. Et de l'autre côté, des parties moins, j'allais dire centrale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, autour d'un cœur béton, notamment pour la partie ascenseur, peuvent se déployer des modules qui peuvent être non pas en béton, mais dans des matériaux comme le bois ou le métal. Donc, vraiment, c'est un point qui, pour moi, est crucial et qu'on essaie beaucoup d'éclairer dans le rapport. La construction industrialisée n'est pas réductible au bois, de même que la construction traditionnelle n'est pas réductible au béton. Évidemment, faire du modulaire 3D béton, c'est pas évident parce que ça voudrait dire transporter sur de très longues distances des poids extrêmement lourds avec beaucoup de vide. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est extrêmement logique. Donc le modulaire va plutôt se tourner vers des matériaux un peu plus légers. Il n'empêche qu'on aura les deux sur un chantier. La question du bilan carbone total de ce mode constructif par rapport à un autre. Là aussi, dans le rapport, on s'avance très peu là-dessus. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui faites de manière fiable qui permettent sur des échantillons suffisamment représentatifs de se dire qu'un mode constructif par rapport à l'autre présente un bilan, autant un bilan en termes de déchets, j'ai déjà expliqué, c'est très vérifié. Un bilan en termes de carbone, c'est pour l'instant assez peu vérifié. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il faudrait retraiter la part de ce qui est lié aux matériaux et donc pas de ce qui est lié au mode constructif. Et donc ça, c'est très compliqué d'isoler le simple facteur mode constructif par rapport aux matériaux. Et évidemment, vous avez des plus et des moins. C'est-à-dire que d'un côté, vous limitez par exemple les trajets des ouvriers sur le chantier, donc ça a un bilan positif d'un point de vue carbone. Ils se rendent chaque jour dans une usine autour de laquelle ils habitent ou alors avec laquelle ils ont une certaine proximité, donc qui réduisent le bilan carbone des ouvriers. Mais en même temps, vous avez des déplacements de matériaux de plus longue distance, parfois sous des formes modulaires, donc avec plus de vide, et donc qui a un impact plus élevé en termes de transport.
Après, vous pouvez avoir une meilleure qualité et donc éviter des reprises qui peuvent être à la fois autant de pertes de matière et de temps homme et de déplacement et de l'autre côté. Donc c'est un exercice qui est éminemment difficile, qui ne me semble pas nécessaire de mener. Ce que je veux dire, c'est que on a une réglementation environnementale qui est désormais claire, précise, que nous avons tous en tête. Face à ça, on a une méthodologie de calcul. Calculons les bâtiments avec ce mix de matériaux, ce mix de méthodes constructives pour atteindre les critères qui sont fixés dans la RE 2020. Et puis après, si certains veulent ensuite essayer de comparer ce qu'aurait donné tel bâtiment fait dans une méthode entièrement sur site ou tel bâtiment fait entièrement en construction industrialisée, grand bien à leur face. Mais ce que je veux dire, c'est un exercice qui ne me semble pas éminemment pertinent. En tout cas, c'est pas moi qui m'y livrerai. Merci Robin. Alors, on a évoqué l'éloignement des sites de production, qui rentre en ligne de compte dans le calcul donc, de l'empreinte carbone de ces modes constructifs et des assemblages qui pourraient être livrés demain sur des chantiers industrialisés. Cet éloignement des sites de production, il a évidemment aussi un impact potentiel en matière d'emploi. Ce que je voudrais, et c'est d'autant plus vrai que vous citez un certain nombre d'exemples dans lesquels on voit que des hôtels de luxe situés à Manhattan peuvent être pour partie préparés, ou en tout cas les modules qu'ils comporteront peuvent être préparés en Pologne, que d'autres types de résidences qui ont vocation à être implantées à Londres ou en Australie sont préparées à Shenzhen. Quel risque finalement de délocalisation aujourd'hui, et au-delà de cela, parce que ce que promet le rapport, c'est plutôt de réindustrialiser la France par la construction. Comment est-ce qu'on conduit justement une transition qui serait vertueuse en ce sens ? Alors, l'emploi suit la valeur ajoutée, donc effectivement, comme je l'ai dit, si la valeur ajoutée est délocalisable, l'emploi l'est aussi. Donc, on a un enjeu éminemment urgent de défendre cette valeur ajoutée en France. Je reprends mon exemple des fenêtres. On a pas mal étudié le secteur de la fenêtre dans ce rapport, tout simplement parce que pour moi, c'est un précurseur de ce qui peut se passer sur des sous-composants du bâtiment un peu plus complexes à l'avenir. Et aujourd'hui, la France accuse un déficit commercial de la fenêtre. Donc, ça signifie que des emplois qui pourraient être sur le territoire national pour produire des fenêtres utilisées dans le cadre de la construction sur le territoire national sont aujourd'hui des emplois qui se situent au Portugal pour la fenêtre métallique, en Allemagne ou en Italie pour la fenêtre PVC. Évidemment, il y a un premier impact qui est de se dire comment on évite comment on évite ce phénomène d'une déperdition de la valeur ajoutée qui se traduirait par des emplois qui se situent à l'étranger. Le deuxième point à avoir en tête, je me permets de mettre un peu les pieds dans le plat là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la construction repose en partie sur les travailleurs dits détachés pour fonctionner. Ce travail détaché a été plutôt limité dans les dernières années. C'est un travail dont une partie de la valeur ajoutée ne reste pas sur le territoire national. La personne qui est payée contraint sa dépense pendant le temps qu'elle est présente sur le territoire national pour ramener le maximum de cet argent dans son pays d'origine. Donc l'idée d'avoir une construction plus industrialisée est aussi une façon d'avoir des emplois plus pérennes qui ne seront pas nécessairement occupés par des travailleurs détachés mais qui seraient occupés par des travailleurs nationaux sur les métiers de la construction. Le troisième facteur à avoir en tête, c'est la question de la productivité. Est-ce que ce mode constructif, comme il passe également par un recours aux machines, je pense par exemple à des machines de découpe, je pense par exemple à des robots pour la peinture, je pense par exemple à un certain nombre de tâches qui, sur un chantier, sont faites par des opérateurs humains et qui en usine sont faites par des machines, il y a forcément un impact en termes de productivité. Cet impact en termes de productivité, il se retrouve dans le volume d'emploi. Donc à la fin, le mix, la question, c'est de savoir
quelle partie de la valeur ajoutée est sous-traitée à l'extérieur, quelle partie est sous-traitée à l'intérieur et va se substituer à des travailleurs détachés, et quelle partie, quel rôle joue la productivité. Et l'équation globale est un mélange de ces trois inconnus. De mon point de vue, et c'est l'esprit de ce rapport, la balance de l'emploi peut être positive. Comme je l'ai dit, malheureusement, depuis déjà quelques années, la France perd une partie de sa valeur ajoutée de la construction au sens large de bâtiments, avec de l'argent qui sert à acheter des importations depuis l'étranger. Et je pense que redonner de la compétitivité à l'industrie nationale de la construction industrialisée serait de nature à avoir un effet positif sur le bilan en termes d'emploi. D'autant plus que ça pourrait avoir un effet positif, alors on mettait réindustrialiser la France, mais en tout cas que cela aurait un effet positif sur un territoire national, sachant que, alors, comme je l'ai dit, la construction se concentre dans les zones métropolitaines, donc ne soyons pas non plus totalement aveugles à ce phénomène-là, mais on peut situer les usines à proximité des zones métropolitaines sans en être directement au cœur. Et donc, on peut avoir des effets puissants de réindustrialisation, de redynamisation de certains bassins industriels ou ruraux qui ont souffert plutôt d'une désaffection ces dernières années, ou même de zones urbaines à l'intérieur des métropoles qui sont plutôt en déshérence. Ça a été l'initiative suivie à Londres, où avec l'héritage des Jeux Olympiques, la ville de Londres, l'autorité en charge du Grand Londres, a favorisé, a poussé à l'installation de sites de construction industrialisée, qui ne sont pas toujours des sites où on arrive avec un module complet et finalisé, mais des sites d'opérations qui sont faites en amont de la construction. Et ces sites-là sont restés pérennes au-delà des Jeux Olympiques qui se sont tenus dans la capitale britannique. Merci pour ces nouvelles réponses. Alors, j'en viens peut-être à la dernière partie de notre entretien, au cours duquel j'aimerais qu'on s'interroge un peu et que vous nous disiez quels vous semblent être les atouts de la France, précisément, pour faire décoller la production de modules préfabriqués et pas seulement, précisément, leur utilisation sur les chantiers. On pose une question sur le chat qui est finalement celle de qui pourrait porter cette industrialisation? Quels acteurs pour la porter? Est-ce qu'il s'agirait des mêmes acteurs que de ceux de la construction traditionnelle, ou s'agit-il donc de nouveaux acteurs qui, eux, seraient plus spécialisés et plus spécialistes peut-être des matériaux, que sais-je? Et comment pourrait justement se recomposer la chaîne de valeur et la distribution finalement de la valeur à la faveur de ce déplacement, disons, ou cette évolution vers l'industrialisation de la construction? C'est deux questions en une. C'est effectivement une question absolument cruciale. Pour répondre à cette question en deux temps, sur les avantages ou les atouts de la France pour mener ou construire une filière de construction industrialisée pérenne et capable d'être compétitive vis-à-vis de ses concurrents étrangers, je pense que le premier atout, c'est que la construction en France est dynamique. Elle est dynamique pour plusieurs raisons. Sur le logement, il y a encore une fécondité, même si elle est en forte baisse, une fécondité qui reste forte et donc qui nécessite le renouvellement et l'accroissement du parc de logement. Sur le tertiaire, il y a aujourd'hui une très forte dynamique d'investissement d'acteurs étrangers ou nationaux pour le renouvellement du parc tertiaire. Donc la France a un débouché naturel, national, extrêmement profond, qui permettrait d'assurer déjà une demande pour des industriels locaux. Donc ça, c'est pour moi un facteur. Alors vous allez me dire que c'est pas un atout très forcément très compétitif, mais en tout cas, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une filière de construction extrêmement forte, organisée, avec des acteurs
qui rayonnent partout dans le monde, que ce soit des architectes, que ce soit des fabricants de matériaux, que ce soit des groupes de construction générale, que ce soit des acteurs de plus petite taille, et c'est tout l'ensemble, que ce soit des promoteurs également, cette chaîne d'acteurs aujourd'hui, alors chacun a des niveaux de marge différents. On essaie de modestement mettre des moyennes, mais qui ne reflètent pas nécessairement ce que vit tout le monde. Mais chacun a des niveaux de marge différents, mais chacun a un ADN d'innovation, d'amélioration qui est quand même extrêmement fort. Et je pense que culturellement, beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui prêts à se lancer dans une mutation qui ne sera pas une révolution. Comme je l'ai dit, on va vraiment être dans une montée progressive du mode de construction industrialisé dans la construction globale, donc dans une mutation dont chacun voit les avantages à terme pour répondre aux défis que tout le monde constate. Le défi des ressources humaines et de la capacité à faire venir des travailleurs sur le chantier est un enjeu que personne ne niera aujourd'hui. Le sujet de la qualité, notamment avec les conséquences que ça peut avoir en termes assurantiels. Le sujet de l'impact carbone et de la réglementation, qui sont peut-être les trois piliers d'un constat globalement partagé au sein de la filière aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment ces éléments qui font que la France a toute sa place pour jouer un rôle important dans la filière de construction industrialisée à l'échelle mondiale. La question derrière que vous posez sur qui est capable de faire ça, donc ça dépend dans certains pays, ça dépend de la rentabilité de certains acteurs, ça dépend de leur niveau de marge, de leur capacité à se remettre en question et à changer leur façon de voir le monde. Donc j'aurais du mal à identifier un type d'acteur. Il est évident que, comme je l'ai dit, ce mode constructif présente un coût financier non négligeable. Chacun peut s'y mettre, même une structure de petite taille peut s'y mettre, mais il est évident que pour produire une usine qui soit capable de livrer demain 1000 modules, 2000 modules, il y a un investissement financier et humain au départ qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Avec un tel coût, on pourrait penser que cet outil est réservé à quelques groupes qui vont pousser en sa faveur, et des initiatives existent déjà de la part de certains promoteurs, de la part de certains constructeurs qui se posent la question. Je pense que les collectivités territoriales peuvent être un aiguillon puissant à l'avenir en faveur d'adoption de ce mode constructif. Je pense aussi que les donneurs d'ordre finaux, notamment dans le tertiaire, notamment dans le bureau, peuvent être aussi un aiguillon puissant parce que ils ressentent d'autant plus quand ils sont de grands financeurs, des institutionnels tels que les assurances, tels que les banques ou des fonds de pension ou des SCPI, ils ressentent fortement la pression qui est croissante en termes de performance environnementale. Et même si aujourd'hui il n'y a pas de bilan sur l'aspect CO2, comme je le disais, ne serait-ce que sur l'aspect déchets, ne serait-ce que sur l'aspect féminisation de la main-d'œuvre, ce sont des éléments importants pour ces acteurs-là qui sont scrutés sur la dimension RSE de leur entreprise. Coupé. Désolé. Moralité, pour sortir de l'espèce de dilemme du prisonnier dans lequel bon nombre des grands acteurs de la construction peuvent se trouver en quelque sorte enfermés, il faut un marché et je dirais des perspectives pour ces investissements assez considérables que réclame l'industrialisation ou la création d'une chaîne finalement d'industrialisation de la construction. Pour cela, on en appelle effectivement au marché, aux grands donneurs d'ordre, on en appelle aussi peut-être à l'État. Votre rapport donc, comporte 14 propositions à l'État et au gouvernement donc, pour favoriser ou accélérer cette transition. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu un aperçu ?
Oui, alors je laisserai à chacun le soin d'aller voir ces 14 propositions. Si je les schématise ou je l'essaye d'en donner l'esprit, le premier paquet de propositions vise à donner plus de transparence sur le secteur pour être sûr que le recours à un mode constructif qui est nouveau, donc comme je dis, qui peut présenter un certain nombre de surcoûts, que ce mode constructif, ses avantages soient bien mis en lumière par rapport à un mode constructif plus traditionnel. Donc ça, c'est pour moi un point très important, le point de la transparence. Et donc, il existe un certain nombre de règles qui sont déjà assez connues. Le deuxième élément, ce sont des éléments qui sont plus de l'ordre je dirais, des aspects techniques, réglementaires, assurantiels, qui sont sans doute le facteur premier. C'est-à-dire que dans la construction, nous sommes une industrie extrêmement précautionneuse, et à juste titre. Il faut être précautionneux quand on loge des gens en termes de garantie, de qualité, de sûreté. Et donc le recours à des nouveaux modes de constructif ou à des nouveaux matériaux oblige de passer sous les fourches codines d'un certain nombre de réglementations et de dispositifs assurantiels. Et ça, personne ne le remet en question. Il faut juste être en capacité de voir à quel moment ces dispositifs sont un frein à l'innovation et à l'introduction de nouvelles méthodes. Et donc, on essaye de pointer des déverrouillages assez légers. Aujourd'hui, des initiatives ont déjà été lancées par des organismes tels que le CSTB pour aller plus vite dans la délivrance des ATEX sur un certain nombre de ces méthodes-là, à la manière de ce qu'ont fait d'autres pays. Je pense au Royaume-Uni, qui a mis en place une commission spéciale chargée de l'homologation, de la certification plutôt qu'une homologation, de certains de ces matériaux ou modes constructifs, afin de leur permettre d'avoir accès à l'assurance de construction dans les meilleurs délais. Un troisième paquet parle plus à propos de l'effet équivalent, du fait que du point de vue de l'urbanisme, on doit être en capacité de ne pas pénaliser un mode constructif par rapport à un autre. Je pense à des mesures extrêmement simples, mais quand vous faites du modulaire, souvent vous empilez des caissons, donc vous mettez un plancher et un plafond l'un sur l'autre, et vous n'avez pas seulement une séparation qui est un plancher et un plafond, et donc vous avez des épaisseurs entre étages qui sont souvent supérieures à ce qu'elles sont en mode constructif traditionnel, et donc vous vous retrouvez avec parfois des dépassements de hauteur. Il est communément accepté, ou en tout cas toléré, qu'il faut en tout cas que ces dépassements puissent être tolérés lorsqu'on essaye d'avoir le même nombre d'étages entre deux modes constructifs différents. Et ensuite, le dernier, on a quelques mesures qui sont plus de nature à soutenir l'offre. C'est des choses qu'on essaye de travailler actuellement avec Bercy, en essayant de faire passer et de faire comprendre à Bercy que la filière de construction industrialisée est une filière industrielle. Et donc, à ce titre-là, elle nécessite d'avoir accès à des outils de financement et d'aide publique tels qu'ils peuvent exister dans le plan de relance, par exemple. Et le dernier point est plus un point qui a trait à la question de la formation. La formation la formation et l'information, au titre de laquelle ce rapport fait partie, qui vise à expliquer, à présenter ce mode constructif, sans en faire la publicité nécessairement, mais à en expliquer les conséquences, les enjeux, et ce qui se fait ailleurs qu'en France, pour montrer qu'on est quand même obligé quelque part de prendre le wagon qu'ont pris certains de nos voisins, et qu'on ne peut pas totalement ignorer ce qui se fait de l'autre côté de nos frontières.
Merci beaucoup, Robin. Je pense que ce sera le mot de la fin. J'ai partagé à l'instant le lien vers le rapport que bon nombre d'entre nous, suiveurs de cette rencontre, donc, ont déjà pu découvrir. Je vous invite également à rester attentifs à nos réseaux sociaux et à notre newsletter. D'une part, pour retrouver l'enregistrement de cette rencontre que nous diffuserons tout prochainement sur le site de Léonard, et d'autre part, pour l'annonce de la prochaine conférence sur un plateau que nous diffuserons donc tout prochainement. Donc restez à l'écoute. Merci encore, Robin, et à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.